Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Extraterrien dans cette série spéciale dédiée à la nutrition sportive. Retrouvez-nous tous les vendredis pour un épisode dans le but de vous accompagner et de vous aider à progresser en passant par l'alimentation. Et aujourd'hui, je suis avec ma partenaire pour ces épisodes. Je suis avec Marie. Comment vas-tu, Marie ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler effectivement d'alimentation végétarienne et c'est une transition que j'ai choisi de faire il y a quelques temps. Alors, avant ça, quand même, est-ce que, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs d'Extraterrien ? Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive dans la société NutriPure où j'accompagne des sportifs de tout niveau, également de tout sport. Sport que j'ai moi-même pratiqué à haut niveau, notamment en biathlon à l'époque où j'étais encore basée sur Font-Romeu. Ok, tu connais très bien ces problématiques et tu connais effectivement à la fois les sports d'endurance et puis des sports peut-être plus d'explosivité. Et puis je sais que tu touches à tout aussi, je te suis un peu sur Instagram, je vois tout ça. Mais c'est pas forcément le sujet du jour. On voulait aborder effectivement comment s'assurer de consommer assez de protéines quand on est végétarien ou vegan. Alors c'est deux régimes qui sont différents, dont on va expliquer un petit peu les différences aujourd'hui. Mais avant ça, peut-être pour les mauvais élèves du fond de la classe qui n'ont pas forcément bien suivi leur cours de SVT à l'école, est-ce qu'on peut quand même rappeler les bases et quel est le rôle des protéines pour une personne, mais aussi encore plus pour un athlète ? Tout à fait. Alors les protéines, elles ont un rôle vraiment de structure. On pourrait les comparer finalement, c'est les architectes de notre corps, un petit peu comme les briques qui nous composent au niveau musculaire, mais aussi dans de nombreux tissus. Elles vont avoir une action dans des synthèses notamment hormonales, au niveau des enzymes, toute une action au niveau immunitaire également. Donc il y a tout un fait aussi particulièrement marquant pour le sportif, notamment sur la partie récupération musculaire. Et on va avoir donc des protéines d'origine animale, comme tu l'as dit, mais aussi des protéines d'origine végétale, qui vont être quand même différentes sur certains points, et je pense qu'on va y revenir ensuite sur la partie qualité. Mais effectivement, la protéine dans l'assiette, elle va représenter par rapport toujours à notre apport énergétique total, entre 10 à 20% du global. Et après, je préciserai un peu plus tard peut-être les quantités de façon plus personnalisée en fonction du poids de corps, etc. Yes, on va voir ça tout de suite. Déjà, est-ce que et aussi deuxième fondamental, avant qu'on rentre un tout petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre le régime végétarien et le régime vegan pour les non-initiés, on va dire, et les personnes qui ne sont pas très coutumières avec ces termes ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du régime végétarien, on a différentes classifications, c'est-à-dire que certaines personnes vont exclure principalement les produits d'origine animale, donc uniquement la viande, d'autres qui vont exclure également le poisson, parfois les œufs, et dès lors qu'on proscrit finalement tout le règne animal et tout ce qui peut s'y apparenter, je pense même aux produits laitiers, au miel, etc. Là, on rentre dans la classification végane, qu'on appelle aussi végétalienne, où donc on a une exclusion de tout ce qui touche au monde animal et on se concentre uniquement sur le règne végétal. Ok, donc en résumé, ça fait une personne végane généralement va retirer effectivement viande, poisson, œufs, lait et aussi miel aussi. Et même au niveau vestimentaire, au niveau cosmétique, tout ce qui aura un lien proche ou éloigné du monde animal. Et après, généralement, effectivement, une personne végétarienne, du coup, va supprimer poisson et viande. Et il arrive aussi qu'on parle de pesco-végétarien pour les gens qui... flexitarien aussi, pour les personnes qui en consomment à une fréquence moins régulière. Il y a plusieurs écoles, mais c'est ça, on a pesco, ovo-végétarien, lacto-végétarien. Enfin, il y a plusieurs appellations qui peuvent être plus ou moins complexes, mais l'idée, c'est ça. Alors, le but, c'est pas forcément de mettre les gens aujourd'hui dans des cases et de créer des clans. Mais pourquoi je voulais aborder ce sujet ? C'est parce qu'effectivement, moi, en regardant certains reportages, je me suis de plus en plus intéressé effectivement à l'alimentation végétarienne, à l'alimentation végane. Je pourrais mettre les liens dans la description pour les gens qui veulent aller creuser aussi sur ces sources d'informations-là. Mais en tout cas, j'ai essayé de
réduire au maximum les protéines animales, notamment parce que je considère qu'elles sont de moins bonne qualité avec l'alimentation industrielle. C'est un choix que j'ai fait, mais concrètement, est-ce que si on regarde une protéine, est-ce qu'il y a une différence structurelle entre une protéine d'ordre végétal et une protéine d'ordre animal ? Alors, effectivement, la protéine animale, ce qui la qualifie, ce qui la représente, c'est qu'on considère que c'est une protéine qui est complète, dans le sens où elle contient, en fait, elle est composée des 8 ou 9, ça dépend un petit peu des écoles, acides aminés essentiels. Pourquoi essentiels ? Parce que le corps n'est pas en mesure de les synthétiser, donc ils doivent être apportés par l'alimentation. Et la structure complète permet finalement une utilisation maximale de cette protéine. C'est-à-dire que le corps, pour utiliser la protéine, il a besoin donc de ces 8 acides aminés essentiels pour synthétiser de la masse musculaire, créer différentes hormones, enzymes qui vont nous servir par la suite. Et à l'inverse, la protéine végétale, elle va avoir ce qu'on appelle un facteur limitant. Il va lui manquer un acide aminé essentiel, mais il y a des solutions à ça, il y a des complémentarités qui peuvent se faire pour justement retrouver l'équivalent d'une protéine animale. Mais sur la partie qualité, ce qui peut les différencier, en fait, pour évaluer la qualité d'une protéine, on a, je pense, plusieurs indicateurs, mais je vais en citer 2. D'un côté, on a le CUD, donc ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation digestive. C'est l'absorption en fait, de la protéine au niveau intestinal, donc c'est un petit peu la biodisponibilité pour le résumer. Et là, sur ce CUD, on a une protéine animale qui effectivement est supérieure à la protéine végétale au niveau de la biodisponibilité. Et le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la valeur biologique, qui représente en fait l'utilisation de l'acide aminé dans la cellule. Et là, c'est pareil, on a une valeur biologique de la protéine animale qui est supérieure à la protéine végétale. Mais cette différence se fait tout simplement par l'aminogramme, en fait, donc la teneur et la composition en acides aminés qui varie entre la protéine animale et la protéine végétale qu'on qualifie, alors c'est là la petite nuance, de moins bonne qualité, mais pas de mauvaise qualité. Je pense que c'est important de faire le distinguo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, si je comprends bien, effectivement, quand je vais manger un morceau de poulet ou un morceau de poisson, je vais avoir tous les acides aminés et je vais avoir une meilleure biodisponibilité que si, par exemple, je pouvais consommer du quinoa ou des noisettes. Si on peut le résumer très vulgairement comme ça. C'est ça. Mais juste, il y a une petite exception et Dis-moi. on pourra y revenir. Le quinoa fait partie de l'une des seules, avec le soja, protéines végétales qui est complète, qui a les acides aminés essentiels. D'accord. C'est peu connu, mais le quinoa a cette particularité-là. Donc ça permet effectivement d'avoir un apport complet. Donc, très clair. Donc effectivement, c'est... on va dire ce profil un peu de protéines fait que les protéines animales ont quand même toujours eu la cote dans les régimes, notamment auprès des sportifs, parce qu'effectivement c'est une protéine, tu l'as dit, de très bonne qualité et complète. Toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que, on va dire, le régime végétalien soit de plus en plus recommandé quand même par les professionnels de santé, par les nutritionnistes, les diététiciens et puis aussi par les médecins et aussi, tu as certains athlètes qui passent dessus. C'est pas forcément le sujet du jour. On va faire un épisode dans quelques mois, mais peut-être rapidement. Pourquoi est-ce que on y prête autant d'attention ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le côté éthique d'une part, le côté éco-responsable également. On est quand même, en tout cas je l'espère, soucieux du devenir de notre planète. Donc effectivement, le règne animal, on sait aussi ce que ça engendre, au même titre que les déforestations pour la partie végétale. Donc il y a du bon et du moins bon des deux côtés, je pense. Après, effectivement, il y a certains reportages qui sont amenés à être diffusés où on met en avant ce côté-là. L'avantage, malgré tout, du régime végétarien, on a quand même un apport en antioxydants qui est très important, par le biais des légumineuses, des céréales, des végétaux.
On a des graisses de meilleure qualité. On n'a pas les graisses saturées qu'on va retrouver dans la viande rouge, qui est associée à des problématiques cardiovasculaires, par exemple. Donc on a la partie cholestérol qui finalement n'est plus vraiment un problème, entre guillemets, même si au niveau alimentaire, ça représente qu'un tiers de nos apports. La synthèse, elle est plutôt endogène au niveau du cholestérol. Donc finalement, tout ça peut amener un engouement sur le régime végétarien, qui peut être une alternative si les choses sont bien faites, parce qu'il faut avoir connaissance de cette particularité incomplète de la protéine végétale, d'avoir l'association. Je pense qu'on va en parler après pour faire les choses bien. Ouais, tout à fait, tu as raison. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi un argument qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut être important pour d'autres personnes, c'est aussi l'argument du prix. Bien sûr. On peut aussi voir, quand on va chez le boucher et qu'on veut de la viande de qualité, ou quand on va chez le poissonnier, mais effectivement, c'est un certain budget. Là où, effectivement, peut-être revenir à une alimentation végétale avec des noix, des noisettes, des fruits à coque, aussi, ou des légumineuses, ça reste un budget plus maîtrisé, notamment quand on a des grosses fringales et qu'on fait du sport et que les quantités commencent à augmenter. En tout cas, voilà, pour moi, c'est, je pense... Allez, je me permets de te le partager. Je pense que c'est effectivement la qualité des viandes qui, selon moi, s'est dégradée au cours des 30 dernières années. Parce que voilà, les viandes, on en a parlé un petit peu avec Christophe, mais sont nourries différemment, avec beaucoup plus de maïs et ont une alimentation beaucoup plus acide, ce qui, nous, acidifie notre corps et favorise l'inflammation au sens large. Alors effectivement, est-ce qu'on peut effectivement aborder pour les protéines végétales quelle pourrait être selon toi, est-ce qu'il y aurait potentiellement une classification, tu vois, des protéines végétales, alors je ne sais pas si on peut faire du meilleur au moins bon, mais en tout cas de la plus complète à la moins complète, et comment les associer pour que ça soit pertinent et surtout que ça ne mette pas notre santé en danger. Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a seulement 2 protéines végétales qui ont un aminogramme complet, donc qui contiennent finalement les acides aminés essentiels dont le corps va avoir besoin pour se reconstruire sur la partie musculaire principalement et induire tous les rôles dans lesquels la protéine va être impliquée. Après, donc, pour ces 2, on va avoir le soja et le quinoa. Soja qui est quand même très controversé à l'heure actuelle de par les phytoœstrogènes qu'il contient, ce qu'on appelle les isoflavones, qui vont avoir en fait un impact hormonal. Donc, d'autant plus si on est sur un produit génétiquement modifié, mais là on est encore, je pense, sur un autre sujet. Donc c'est vrai que le soja... C'est autorisé en France quand même. Oui, bien sûr, mais en fonction d'où est-ce qu'on se fournit, l'origine elle n'est pas toujours française, mais effectivement... On a quand même je dirais des inconvénients par rapport à ça. Et en résumé, c'est toujours la dose qui fait le poison, malgré tout. Donc, c'est plus la fréquence qu'on va venir recommander sur ça. Mais l'avantage, malgré tout, c'est que ce sont des protéines complètes qui s'apparentent à des protéines animales et qui ont les acides aminés essentiels. Après, on a la possibilité, et la nature est plutôt bien faite, d'avoir cette fameuse complémentarité protéique où on associe 2 protéines végétales. Par exemple, un produit céréalier, riz, pâtes, semoule, pain, etc., à une légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges. Et finalement, la force de l'un va être la faiblesse de l'autre. Donc ça va vraiment se compléter et permettre d'obtenir l'équivalent d'une protéine animale. Au même titre que la partie oléagineux, tout ce qui va être graines, sésame, etc., qui vont se compléter avec les légumes secs. Donc je fais souvent l'image, vu que je sais que tu as beaucoup de runners et plus des sportifs d'endurance qui t'écoutent et qui te suivent. La protéine animale, étant donné qu'elle est complète pour utiliser tous nos muscles, on peut la comparer à notre basket, chaussures, lacets, qui permet de tout faire rouler derrière. La protéine végétale, on aurait d'un côté la chaussure et le lacet entre les céréales et les légumineuses. C'est vraiment la combinaison des deux qui permet d'obtenir une basket entière et faire tourner toute la partie musculaire. Okay. Je ne sais pas si c'est parlant, mais voilà, au moins c'est un peu l'image. Non, mais en tout cas, très clair. Effectivement, je retiens deux types de combinaisons
dans lesquels à retenir absolument, céréales et légumineuses pour avoir effectivement une complémentarité. Et de l'autre côté, graines oléagineux avec avec les légumineuses également. Donc on vous remettra des petits tableaux et on vous mettra la liste de tous les aliments qu'on va mettre en description de l'épisode. Si jamais vous les retrouvez, je sais que vous avez fait du super contenu, bien cohérent, super visuel et facile à retenir, vous pourrez imprimer et mettre directement sur votre frigo pour que ça soit hyper facile. Comment est-ce que un athlète, tu vois, qui peut être végétarien ou vegan, tu vois, peut s'assurer d'avoir tous les acides aminés essentiels dans son alimentation? Est-ce qu'il faut compter? Est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Là, on a vu les bonnes associations, mais comment on peut s'assurer d'aller un petit peu plus loin et surtout de ne pas avoir de manque à ce niveau-là? Alors déjà, avant de se poser la question de si on en a assez, il faut, je pense, se demander quelle quantité je dois avoir sur ma journée, les besoins qui me sont attribués en tant que sportif, puisque le besoin en protéines dépend de 3 facteurs. D'une part, le poids de corps de l'athlète. Donc, en fonction de son poids, on a déjà une quantité de protéines qui est attribuée. Deuxièmement, tu peux la rappeler peut-être pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas entendu les épisodes précédents? Oui, alors ça va être corrélé en fait avec le point 2 et 3, Vas-y. Et je vais donner des fourchettes ensuite, bien évidemment. Le numéro 2, donc le deuxième facteur qui conditionne la quantité, enfin qui influence plutôt la quantité, ça va être le niveau d'activité physique, donc la durée, l'intensité, la fréquence des entraînements. Là encore, ça joue. Et troisièmement, si on est sur un objectif pondéral plus de développement musculaire, une prise de masse musculaire ou une sèche, une perte de masse grasse, ça aussi, ça joue. Donc c'est vraiment ces 3 points clés qui induisent des quantités de protéines qui vont varier. Dans tous les cas, chez le sportif, on sera entre 1,2 et 2 grammes en cas d'une prise de masse musculaire, 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, pour terminer. Mais à minima 1,2 et encore qu'on démarre généralement à 1,4, 1,6 grammes pour les sports d'endurance. Les sports de force, on peut être à 1,8 à 2 grammes, comme je le disais, dans le cadre d'une prise de masse musculaire. Toujours en grammes par kilo de poids de corps par jour. Ok, donc si je fais le calcul très rapidement pour moi, je fais 75 kilos pour simplifier, je suis un peu moins, mais pour simplifier le calcul. Si mon objectif en ce moment, effectivement, c'est plutôt un objectif marathon et course à pied, du coup, je me situe plutôt dans la catégorie endurance. Okay. Donc là, on va dire que c'est fois 1,3. Fois 1,5. 1,5, ça dépend du nombre d'entraînements que tu as sur la semaine. En général, ton volume hebdomadaire, il est à... Je vais faire entre 3 et 4 séances, si tu veux, entre 3 et 4 séances. Et je vais faire généralement 2 séances de musculation aussi, parce que j'ai pas envie de trop perdre à ce niveau-là. Donc tu vois, j'ai quand même besoin d'un bon apport, quoi. Okay. Super. Donc oui, je me situe plus dans la tranche 1,5, entre 1,5 et 2. Oui, on serait, je pense, entre 1,4 et 1,6 dans ton cas pour vraiment maintenir ta masse musculaire. Et ce qui est important sur ces apports-là, c'est vraiment de les répartir sur le côté fractionnement sur la journée. Parce qu'au niveau de la protéine, ce qu'il faut entendre, c'est que plus ne signifie pas nécessairement mieux. Ouais. Donc je préfère un sportif qui va avoir des encas, des collations ou des apports vraiment harmonieux entre les 3 prises alimentaires de la journée, plutôt que une grosse quantité sur un seul repas. Bien sûr. On a en fait un quota d'absorption maximale. Qui est de 25 grammes, il me semble, environ 30 grammes. Si on veut être vraiment précis, je peux même te donner un petit calcul, c'est entre 0,4 et 0,6 grammes par kilo de poids de corps. D'accord. Donc sur chaque prise. Mais ça équivaut effectivement aux alentours de 30 grammes à peu près. 30-35, ça dépend du poids bien évidemment, mais ce qui fait en fait une portion assez classique qu'on retrouve dans nos repas de manière générale. Écoute, tu fais très bien de le préciser, sachant que j'en ai un petit peu fait les frais, comme je le disais dans les épisodes précédents, j'ai eu des soucis de calcul rénaux et ça peut être lié effectivement à une surconsommation de protéines. On le voit dans beaucoup d'athlètes qui font beaucoup de force ou même du bodybuilding. C'est un problème qui arrive souvent. Alors,
Moi, j'avais une malformation rénale à la naissance, donc je dois redoubler d'efforts là-dessus. Mais effectivement, bien espacer sa consommation de protéines, Ouais, bien éviter le barbecue, le fameux barbecue ou le fameux repas de Noël où voilà, on enchaîne. C'est des repas très gras, très protéinés, qui ne sont pas forcément très sains. Donc, éviter de les avoir à intervalles réguliers. Bien espacé, tout à fait d'accord. Et aussi, je rajouterais d'augmenter l'hydratation parce que la digestion des protéines, en fait, consomme de l'eau. Ouais, tout à Donc, fait. ça peut avoir une action un peu déshydratante, entre guillemets. Donc, dès lors qu'on a un apport en protéines plus élevé, et ça, c'est visible dans le cas des prises de masse musculaire, on ajoute 500 ml supplémentaires sur la journée. Ouais. Donc déjà chez le sportif, on est aux alentours des 2 litres d'eau par jour hors activité physique. Donc là, on serait peut-être plus à 2,5 litres sur une journée. Dans le cas d'un développement musculaire, on est en tête que la protéine va consommer elle aussi de l'eau pour la digestion. Ok, bah écoute, très clair. Est-ce qu'on peut se dire aussi, tu vois, les risques potentiellement qu'il peut y avoir pour un athlète ou une athlète justement qui a envie de faire sa transition, et rappeler en fait l'intérêt de ne pas manquer de protéines parce que les conséquences peuvent être assez importantes. Je sais que vous avez travaillé en plus avec des athlètes qui ont eu ces soucis-là. On va faire un autre épisode aussi sur les troubles de comportement alimentaire. Quel risque peut avoir un athlète s'il y a une carence de protéines et comment est-ce qu'on peut la reconnaître et essayer de l'anticiper? Alors déjà, étant donné que la protéine elle a un gros rôle structurel, effectivement, ça va impacter la récupération. Donc ça peut être, on va pas se limiter uniquement aux courbatures, ça serait très réducteur. Mais malgré tout, la récupération, qui fait partie intégrante de l'entraînement, si on n'optimise pas l'apport en protéines au bon moment et en bonne quantité, forcément, ça va impacter l'athlète. Et également, la protéine, elle a un pouvoir très rassasiant, elle est très satiétogène. Donc, s'il y a des envies, des pulsions, des grignotages, des fois, ça peut justifier, alors peut-être un apport énergétique pas suffisant sur la journée, mais aussi un apport en protéines qui est trop bas par rapport aux besoins de l'athlète. Il peut y avoir des problèmes de croissance qui peuvent en découler au niveau de l'immunité, au niveau de tous les rôles que j'ai présentés. Ça peut influencer derrière l'état général de notre athlète ou notre sportif. Donc le but, c'est quand même d'être vigilant, que ce soit protéines animales ou végétales, de faire en sorte qu'il y en ait en quantité adaptée sur l'ensemble des repas, des prises alimentaires, et de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel de santé pour mettre en place l'enquête alimentaire, voir un peu plus dans le détail quelle quantité est consommée à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas toujours évident de le quantifier, et au besoin de se supplémenter, pourquoi pas en protéines végétales. Ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir un apport du coup supplémentaire sur la journée et être sûr d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ouais. Écoute, tu vois, moi je consomme des protéines, du coup j'avais envie de te poser un petit peu des questions sur effectivement les suppléments, mais aussi il y a peut-être d'autres suppléments qui sont nécessaires pour les végétariens et les véganes, notamment parce que il y a un côté, si tu veux, facile, tu vois, à consommer et pas besoin forcément de cuisiner, ça peut s'embarquer dans son sac. Donc, et après un entraînement, c'est quasi immédiat, je peux y avoir accès. Tu vois, donc effectivement, une personne végétarienne ou végane, tu vas vite se tourner vers les compléments en protéines. Est-ce qu'il y a d'autres compléments qui peuvent être nécessaires? On parle beaucoup de la vitamine B12. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est son rôle et pourquoi elle est primordiale pour notamment les personnes végétaliennes? Oui, alors déjà, pour parler de la partie complément de façon globale, ce qui est hyper important, c'est, je pense, de faire un bilan sanguin quand même à minima une fois par an, essayer de voir un petit peu actuellement si les apports alimentaires sont suffisants, s'il n'y a pas de carence, s'il n'y a pas d'excès, parce que je l'ai vu encore hier en consultation, un excès de vitamine B12, donc qui est uniquement d'origine animale. Donc forcément, chez les personnes véganes, végétaliennes, comme tu le disais, ça peut avoir un impact et une influence puisque la supplémentation en fait sera inévitable et indispensable. Et encore qu'on a maintenant quand même pas mal de boissons végétales qui sont enrichies en vitamine B12, mais aussi en vitamine D, en calcium, parce que ça c'est des choses qu'on va retrouver
plus à l'origine dans les produits laitiers, dans les poissons gras pour la vitamine D. Donc ça me permet de faire le parallèle avec les autres suppléments qui vont être hyper importants aussi. Donc le fer, souvent, ça va être quand même problématique au niveau de sa biodisponibilité qui sera moindre dans une protéine végétale versus protéine animale. Il faut savoir que ça, c'est le petit tips. Le fer, donc non héminique, qui est d'origine végétale, implique l'utilisation d'une vitamine C pour être absorbée. Donc de ne le pas négliger et d'ajouter parfois un peu de jus de citron ou autre sur les plats pour maximiser son absorption et sa biodisponibilité. Pareil, le zinc, la qualité du zinc, ou en tout cas plutôt la disponibilité issue de la protéine végétale sera moindre que la protéine animale. Donc, il faut être sûr d'avoir des quantités suffisantes. C'est toujours une question de quantité parce que souvent, dans une protéine végétale, on a ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui peuvent bloquer un petit peu l'absorption de certains nutriments. Donc, le tout, c'est de le savoir, ce qui rentre en compétition avec, et d'adapter la quantité en conséquence ou de réajuster un petit peu les prises alimentaires. On peut avoir aussi des déficiences en oméga 3 si on a exclu le poisson. Donc là aussi, une supplémentation qui peut être intéressante pour l'action surtout anti-inflammatoire pour le sportif, mais aussi le côté cognitif, cérébral. Et voilà, on peut avoir surtout la protéine végétale qui, généralement, on va retrouver protéines de pois, protéines de riz, combinées pour là encore cette fameuse complémentarité qui permet d'avoir un apport suffisant sur ça. Ok, hyper intéressant. Une question que je voulais te poser, parce que je le vois aussi, tu vois, chez beaucoup de personnes qui cherchent en tout cas à moins consommer de protéines animales, c'est un peu de comment gérer les situations exceptionnelles, que ce soit lorsqu'on est en déplacement, lorsqu'on va en compétition, là où les moments où ça nous demande de changer notre routine. Toi qui vois beaucoup d'athlètes, tu vois, quelles sont un petit peu les petites astuces qu'ils mettent en place pour justement faire face à ces situations où on maîtrise un peu moins bien son alimentation? Je pense que, et tu l'as dit toi-même au départ, le régime végétarien, il est quand même de plus en plus développé. Donc à l'heure actuelle, on a toujours des options veggie dans les restaurants ou autres. Donc ça, c'est déjà quand même un bon point. Après, on peut l'anticiper aussi. Forcément, je vais préconiser de privilégier le fait maison. Mais même dans les supermarchés, on peut très vite, avec cette complémentarité, associer une légumineuse avec un produit céréalier. Ou on peut avoir l'alternative des oléagineux qui vont être riches. Donc je pense par exemple au houmous. On peut, avec la purée de sésame, les pois chiches, avoir déjà notre protéine complète. Il y a le côté très pratique de la protéine végétale qu'on peut emporter et avoir son quota de protéines avec son shaker. Donc ça reste ni plus ni moins qu'une alternative vraiment pratique. Donc après, ça encore, je pourrais partager tout un tas de recettes de steaks végétariens ou même vegan que je propose parce que à l'heure actuelle, dans la grande distribution, ça reste très transformé, tous les produits végétariens qui sont proposés. Ouais. Donc, c'est très à la mode. Donc, il y a un beau commercial. marketing qui est fait, ça je pense que c'est très réussi. Il y a une belle image qui est donnée au produit. Mais si on s'intéresse, c'est toujours pareil, au verso du produit, à la lecture des étiquettes, très vite on se retrouve qu'il y a des choses, on se rend compte plutôt qu'il y a des choses transformées. Donc c'est bien d'arriver à creuser un peu plus que le devant du produit et de privilégier du plus possible le fait maison. Bien sûr. En associant vraiment les deux. Et même, je rajouterais que l'association, la complémentarité, à l'époque, on se posait la question du laps de temps sur lequel on pouvait associer les deux. Finalement, ça, à l'heure actuelle, peut-être même que sur la journée, ça serait possible finalement si le midi, j'ai eu du riz et le soir des pois chiches, la complémentarité pourrait quand même se faire sur la journée. Mais idéalement au sein du repas, mais voilà, ça peut quand même... on n'est pas montre en main
sur ça, quoi. Je vois très bien, ouais. Non, et puis tu fais bien de rappeler effectivement sur effectivement les produits très à la mode qu'on peut trouver dans la grande distribution. C'est vrai que pour les personnes qui veulent retrouver le goût de la viande, on voit des produits, c'est assez exceptionnel. Hein. Maintenant, on a presque plus l'impression de manger. On a vraiment l'impression de manger un steak animal. Mais c'est vrai que si ça reproduit ce goût-là, c'est que généralement c'est plus très naturel. Mais bon, en tout cas, il en faut pour tous les goûts et soyez vigilants. Apprenez aussi à regarder tout ça par vous-même. Quels conseils tu peux donner, toi, pour une transition réussie vers un régime qui consomme moins ou plus du tout de protéines animales, pour notamment un athlète qui va être assez habitué à cette source de protéines? Alors déjà, il faut savoir qu'on compte quand même une vingtaine de jours pour changer une habitude alimentaire. Okay. Et c'est vraiment l'exposition répétée qui permet aussi d'intégrer de nouveaux aliments. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qui va être d'origine végétale, il y aura forcément un apport en fibres plus important. Donc la partie digestive, les fibres, et là aussi il faut l'entendre, on n'est pas en mesure de les digérer, elles résistent à l'action de nos enzymes enzymatiques. Donc il faut aussi avoir un microbiote intestinal qui est en mesure d'encaisser et d'accepter des quantités de fibres parfois plus élevées. Donc il faut avoir une bonne tolérance. Petit à petit voilà. aussi. Donc la notion de progressivité est hyper importante. Et ça c'est valable dans tout changement alimentaire malgré tout. Donc je pense que en numéro 1, ça serait plus la partie viande rouge qu'on va progressivement limiter, éviter. Ça serait la première chose. Progressivement les viandes blanches pour en fait finalement limiter la partie vraiment viande, produits carnés. Et après, en fonction de chacun, ça peut être la partie produits laitiers, poissons, qui progressivement peut être limitée, substituée. En fait, c'est vraiment la partie substitution qui est hyper importante parce que souvent, on coupe, mais on ne remplace pas. Donc, et ça, je le vois quotidiennement en consultation, le manque d'informations sur la complémentarité protéique, sur les besoins du sportif et les besoins d'une personne végétarienne, qui est un petit peu méconnu et pour lequel ça nécessite d'adapter. Ouais. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais, après avoir en fonction de chacun, du profil, des problématiques que peut rencontrer l'individu, des objectifs qu'il a. Et là encore, c'est une question d'individualisation et de personnalisation. Ouais, bien sûr. Je vois tout à fait. Pour moi, c'est très difficile, en tout cas, de me séparer des œufs parce que c'était très intégré dans mon alimentation. Notamment pour la facilité de cuisine, tu vois, c'est très facile de se faire une petite omelette ou des œufs brouillés, ça prend quelques minutes et ça reste quand même des protéines de très bonne qualité. Donc j'y travaille en ce moment, et c'est mon petit défi. Okay. Là où effectivement le fromage, les viandes et le poisson, ça a été plutôt facile à remplacer pour moi. Bon, je vois qu'on a bien fait le tour, je pense qu'on a abordé vraiment tous les points que je voulais faire aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Merci infiniment Marie pour cet épisode. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que si jamais vous avez envie de creuser certains sujets, si jamais vous avez envie effectivement de prendre rendez-vous avec Marie, vous pouvez le faire. Il y a un lien dans la description qui vous permet tout simplement d'être mis en relation avec quelqu'un de l'équipe NutriPure. Et vous avez aussi accès à tous leurs produits si jamais vous avez des besoins spécifiques. Donc n'hésitez pas à en faire parler. On a parlé de différentes ressources aussi dans l'épisode. On va vous mettre tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et vous pouvez aussi venir me poser directement toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'alimentation sportive, votre nutrition, sur Instagram de préférence. Donc on se dit à très vite, au mois prochain. Salut Marie. Salut, à bientôt. Merci. Ciao.